Comme la Cour nous a servi cette arme-là, je pense que nous devons la saisir et bien l'utiliser. Donc il y a du travail à faire. Nos avocats et tous ceux qui ont porté plainte sont en train de travailler pour que le Conseil de paix et de sécurité, comme nous venons de dire, de l'Union africaine, soit saisi. Monsieur Gérard Adia, Monsieur Jean Kissi et Monsieur Ouro Tchaniao, Monsieur Ouro Tikpa, qu'est-ce que vous espérez de la part de la diaspora concrètement? Quelles sont les deux, trois, quatre choses que vous espérez de notre part? Il faut une mobilisation populaire derrière. Parce que nous connaissons nos gouvernants. M. Kofi Amyan a une fois dit que le pouvoir de l'homme, ça s'achète. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre un live animé par Romarixon, un Togolais de la diaspora qui reçoit des acteurs de l'opposition et de la société civile autour d'une nouvelle initiative, le manifeste Génération Togo. Ce manifeste présente une feuille de route en 3 grandes étapes. Une mobilisation citoyenne pacifique, une transition inclusive, puis l'organisation d'assises nationales devant ouvrir la voie à des élections libres et transparentes. Mais quelles solutions proposent réellement les initiateurs de Génération Togo? Quelle est leur vision pour l'avenir du pays? Et surtout, cette nouvelle démarche peut-elle contribuer à ouvrir une voie vers un Togo libre et démocratique? Dans ce live, vous allez écouter leurs analyses, leurs propositions et les solutions qu'ils envisagent pour l'avenir du Togo. Je vous invite à suivre cette intervention jusqu'au bout, à partager la vidéo et à nous donner votre avis dans les commentaires. Place maintenant au live de Romarixon et à ses invités. Nous devons manipuler ou bien travailler pour aller atteindre nos objectifs. Et donc, comme la Cour nous a servi cette arme-là, je pense que nous devons la saisir et bien l'utiliser. Donc il y a du travail à faire. Nos avocats et tous ceux qui ont porté plainte sont en train de travailler pour que le Conseil de paix et de sécurité, comme nous venons de dire, de l'Union africaine, soit saisi. Et donc c'est toute cette démarche-là que nous devons mener et attendre la réponse qu'on aura. Et au sujet de la réponse qu'on aura, les Togolais peuvent se lever maintenant pour dire ce pouvoir nous a grugé, ce pouvoir nous a perdu du temps. Ils sont illégaux, ils sont illégitimes. Et de s'arrêter, le peuple est prêt à leur demander de s'arrêter. Donc je pense que permettez-nous de prendre ce petit moment pour sensibiliser davantage les populations, pour voir aussi quelle serait l'attitude de l'Union africaine par rapport à cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Et à l'issue de tout ça, on peut se convenir ou bien on peut convenir d'un moment où il faut lancer les manifestations. Donc nous travaillons et nous savons très bien que ce n'est pas la mobilisation seule que nous y arriverons. Donc continuons par mobiliser et continuons par faire adhérer tous ceux qui peuvent, bien sûr tous ceux qui veulent un meilleur avenir pour le Togo, pour que le jour où nous allons nous lever, que ça ne prenne plus du temps. Parce qu'il ne sert plus à rien de faire de longues manifestations comme ce fut le cas par le passé. Si on se lève, il faudrait que ceux qui nous bloquent la rue, la voie, puissent être dégagés, un point trait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à une personne, moi-même j'ai une question pour vous. Monsieur Gérard Adia, Monsieur Jean Kissi et Monsieur Ouro Tchaniao, Monsieur Ouro Tikpa, qu'est-ce que vous espérez de la part de la diaspora concrètement? Quelles sont les deux, trois, quatre choses que vous espérez de notre part? Comme ça, au même moment que vous êtes en train de vous préparer sur le territoire national, nous de la diaspora aussi, nous serons en train de nous préparer afin qu'il y ait conversion au moment opportun pour en finir avec ce régime. Qu'est-ce que vous espérez de notre part? Vous avez la parole. Bon, comme c'est moi qui venais de parler, je vais donc reprendre la parole et puis donner mon idée. Mes autres frères et collègues vont compléter. Ce que nous attendons de la diaspora, c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire. Tout d'abord, vous faire adhérer à notre vision, à notre manifeste. Il faut que vous compreniez notre manifeste et que vous nous aidez à le vulgariser autant que possible. Il faut que ce manifeste soit vulgarisé, que les gens le comprennent, que les gens y adhèrent massivement. Donc, ce travail, nous vous demandons de nous aider à le faire. Parce que la diaspora est multiple. Il y a des organisations de la diaspora que nous avons contactées. Et nous discutons déjà avec certaines personnes. Il faut que les autres aussi puissent se mobiliser autour de notre manifeste. Deuxième chose,
L'argent, c'est le nerf de la guerre. J'ai souvent dit que nous qui sommes au Togo, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Et celui qui est en prison, il ne peut plus rien faire de lui-même. C'est la famille qui lui apporte à manger, c'est la famille qui lui permet de faire des rencontres avec des avocats et des juges, etc. C'est la famille qui négocie et fait tout pour lui. Et donc, étant en prison, il faut que ce soit ceux qui sont dehors, qui sont libres de leur mouvement, qui peuvent travailler, qui doivent aider ceux qui sont à l'intérieur. Donc, la diaspora doit aider sur le plan de la diplomatie. Parce que dans cette affaire de cour de justice de la CEDEAO, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des missions qu'il faut faire pour toucher les gens, pour essayer de faire comprendre ce que vivent les Togolais à travers ce régime. Et donc, c'est une aubaine, mais nous devons nous organiser pour ça. Il faut que la diaspora aide à s'organiser. Il faut que la diaspora s'organise pour faire du lobbying, pour faire de la diplomatie offensive, pour que la communauté internationale puisse écouter la cause des Togolais. Donc, travailler pour trouver de l'argent pour la lutte, parce que la lutte a besoin de l'argent. On ne peut pas lutter contre ce régime qui est habitué à la corruption sans trouver de l'argent. Il faut que nous trouvions de l'argent pour travailler et faire tomber ce régime. Donc la diaspora doit nous aider dans ce sens-là. Et la diaspora doit également nous aider pour mener des actions diplomatiques, des actions de lobbying, pour que ce pouvoir, les gens le découvrent véritablement, sa vraie nature, et qu'on puisse les pousser dehors. Voilà ce que moi je peux dire. Les autres peuvent compléter. Monsieur Jean Kissi, Monsieur Ouro Tchatchiki, Oui, Ouro Tchaniao, vous avez la oui, parole. oui. Romarickson, Oui. si je veux encore résumer un peu, nous attendons de la diaspora, je dirais grosso modo, trois choses principales. La première, je l'avais déjà évoqué, c'est la mobilisation. Ça veut dire que quand nous faisons des manifestations, Lomé, quand ça va commencer, vous devez aussi faire des manifestations là-bas. Donc, c'est la mobilisation. Pour la mobilisation, vous avez aussi besoin de manifestes parce que vous avez besoin de savoir où nous allons. Et vous avez même l'enrichir et peut-être dans le futur, lorsque on débitera le plan d'action, lorsqu'il y aura des think-tanks, peut-être vous constituerez aussi à votre niveau un certain nombre de think-tanks pour nous aider. Donc, 1, mobilisation. 2, c'est action diplomatique. Il va y avoir un moment de nous déplacer à Bruxelles, dans les desks, au Auswärtiges Amt, au Quai d'Orsay, pour faire des discussions. Alors que ces actions doivent continuer. Il faut aller parler. Il faut aller parler au Nigeria. Il faut parler aux pays limitrophes qui sont autour de nous. Il faut aller parler dans les grandes capitales européennes. Il faut parler en Afrique du Sud. Il faut parler au Maroc. Il faut parler en Éthiopie où se trouve l'Union africaine. Donc, il y a l'action diplomatique dont nous aurons besoin de la diaspora. Même s'il arrive un moment où nous sommes bloqués sur le terrain ici, l'action diplomatique doit pouvoir continuer. Donc, 2 actions diplomatiques. Et 3, et ça vous concerne et nous concerne aussi, comme on l'a fait au niveau de la C14, la mobilisation financière. Pas financière seulement de nos poches, parce qu'il y a aussi des philanthropes qui, dans leur essence, luttent pour la liberté des peuples. Il faut qu'on arrive à toucher ces philanthropes-là qui aident le Togo, qui est l'une des seules dictatures à n'avoir jamais connu d'alternance. Le Togo est la seule dictature qui n'a jamais connu d'alternance dans l'Afrique. Il faut alors que nous arrivions à faire la mobilisation financière qu'il faut. Donc, 1, mobilisation des manifestations. 2, action diplomatique massive, MAOS. Et 3, mobilisation financière. On pourra arriver à faire un téléthon coordonné entre nous et entre la diaspora qui va constituer le socle pour faire la lutte. Et pour ça, il faut que nous donnions ces détails-là. Lorsque nous avons sorti le manifeste,
nous avons travaillé en premier lieu avec le groupe autour de Philippe Amédodji. Ils sont les premiers à nous recevoir pour que nous leur expliquions. En deux, nous avons discuté avec Kodi Togo. Il y aura encore d'autres séances qui sont prévues avec Kodi Togo. En trois, Nathaniel a été et certains nombres d'amis ont été dans des lives avec le M66. Les discussions formelles n'ont pas encore eu lieu, mais ils se sont retrouvés dans des lives avec les Aga et Osa pour pouvoir expliquer le manifeste. En quatre, nous avons discuté avec la DTA. Donc ça a été une conférence Zoom en bonne et due forme, organisée en tant que telle. En cinq, nous avons discuté avec le MLN. Ça aussi, ça a été une Zoom conférence complète, organisée en bonne et due forme. En 6, nous avons participé à des lives avec le canton de Kwenzinde et aujourd'hui, nous sommes dans ce live avec vous. Nous aimerions que tous ces groupes-là avec qui nous avons discuté et qui sont dans la lutte, avec les légères nuances que vous avez, que tous ces groupes-là puissent aussi demain former un. Lorsque les manifestations vont commencer et que ça va commencer aussi en Europe, à Washington, il faut que tous ces groupes-là aussi appellent comme un seul homme à ces manifestations-là. Que vous ne soyez pas divisés. C'est notre prière que nous faisons aussi. Voilà. Merci beaucoup. Ok, je vais ajouter quelque chose, un élément. Oui. Un élément à ajouter sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il n'y aura aucune faille, il ne doit pas avoir une faille que nous allons laisser libre. Je pense qu'au-delà de tout ce qui a été dit en termes de ce que la diaspora doit faire pour faire avancer, aujourd'hui, lorsque vous arrivez au Togo, dans les 1001 familles, si les gens arrivent à manger, c'est à cause de la diaspora. Si les gens arrivent à se soigner, c'est à cause de la diaspora. Si les gens arrivent à envoyer leurs enfants à l'école, c'est toujours la diaspora. S'il y a cérémonie à faire, c'est la diaspora. S'il y a mariage, c'est la diaspora. S'il y a funérailles, c'est la diaspora. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, la diaspora peut avoir un impact puisque le niveau de léthargie au niveau de la population togolaise avec la force de nuisance, la force de la méchanceté du régime dans les persécutions et autres, la léthargie est arrivée à son comble. Si bien que nous sommes sur le terrain, nous faisons ce que nous pouvons faire, nous faisons notre part, mais je pense que sur ce volet-là, la diaspora peut avoir aussi un effet sur les populations à distance pour que ça puisse nous aider ici en termes de mobilisation. Et, mesdames et messieurs de la diaspora, veuillez nous aider aussi dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ouro Tchaniao, tu es là? Oui, Okay. je suis là. Bon, merci beaucoup. Vous savez, par rapport à la diaspora, quand vous prenez Jean Kissi, Ouro Djikpa et dans une certaine mesure Gérard Adja, eux, ils connaissent très bien la diaspora et ils ont dit ce qu'il faut. Donc, je ne pense pas qu'il y a quelque chose à ajouter. Moi, je voudrais insister sur le dernier point. Heureusement que Nathaniel Olympio est arrivé. Il va vous le confirmer. Lorsque nous avions commencé ce travail, il y a une question fondamentale qui s'est posée. Comment organiser le financement de ce travail? Parce que c'est un grand travail. Vous ne pouvez pas imaginer, lorsqu'on veut mobiliser, ne serait-ce que dans un quartier à Lomé, comment faire pour que les gens puissent aider? C'est-à-dire que les gens vivent au jour le jour. Donc, la mobilisation financière sur le terrain est très difficile. Et c'est pour ça que dans toutes les familles, comme mon grand frère Ouro Djikpa vient de le dire, tout ce qui se passe, tout le monde regarde la diaspora. Donc, c'est la dernière ligne droite. C'est pratiquement peut-être l'un des derniers efforts que nous vous demandons. Et c'est très important parce que vous connaissez notre situation. Même sur le plan économique, quand vous prenez le PIB de notre pays, la diaspora contribue à plus de 10%, à plus de 10% du PIB. Donc, je pense que cet effort, nous on est prêts. Même en faisant ce travail, c'est dans le feu. Et nous sommes conscients de la situation, mais vous devez nous aider à ce qu'on ne s'arrête pas
au bout du chemin. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous saluons la rentrée en ligne de notre grand frère Nathaniel Olympio et j'aimerais lui passer la parole pour qu'il nous dise ce qu'il aimerait nous dire jusqu'à présent et qui n'a pas encore été dit. Merci beaucoup, Romarickson, d'avoir pris l'initiative de ce live. Je vais juste vous donner une référence pour comprendre tout l'échec du pouvoir en place. Aujourd'hui, tout l'effort que ce régime fait, c'est de nous dire qu'ils veulent développer le pays. Ils veulent faire comme industriel d'Adeti Copé, qui est le projet phare que le régime met en avant à chaque fois. Et ils veulent faire venir des investisseurs. Je prends l'exemple de la fabrication de t-shirts, parce qu'ils fabriquent des vêtements, etc. Quand un investisseur met par exemple 1000 francs CFA pour fabriquer des t-shirts, eh bien, lorsqu'on fabrique 3 t-shirts avec 1000 francs CFA au Togo, le même investisseur, il fabrique 9 t-shirts avec 1000 francs CFA en Thaïlande ou dans les pays du sud-est asiatique. D'après vous, dans quel pays l'investisseur va mettre son argent? De l'autre côté. Et ça illustre tout l'échec de ce régime. C'est pour ça que aujourd'hui, nous devons trouver les solutions à nos problèmes d'inondation, aux problèmes de vie de tous les jours, manger, se soigner, envoyer les enfants à l'école. Et ça, nous savons aujourd'hui que ce régime ne peut pas nous l'apporter. Et donc, la solution qui s'impose à nous, c'est d'aller trouver ailleurs les moyens de changer la vie des Togolais. Et la solution que nous avons entre les mains, c'est de nous organiser pour mettre fin à cette dictature. Et je vais juste insister sur ce que nous attendons de la diaspora. La diaspora est composée de gens très compétents dans tous les domaines. La diaspora est composée de gens qui ont un réseau à travers le monde. La diaspora, c'est aussi des gens qui ont la double nationalité togolaise et celle de leur pays d'accueil, ou en tout cas, s'ils n'ont pas la double nationalité, leur pays d'accueil, eh bien, ils en ont la nationalité, mais leur cœur reste togolais. Et donc, tout ce potentiel de la diaspora, nous devons mettre ça à contribution. Et c'est pour ça que nous attendons de la diaspora que nous puissions ensemble avec elle bâtir la conception de la lutte. Parce que avant d'aller sur le champ de bataille, les généraux font la conception de leur bataille. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ensemble que nous devons faire cette conception. Et quand nous aurons vu tous les aspects du combat que nous menons, en ce moment, nous allons passer à la phase opérationnelle. Et c'est là où on va commencer à parler de ressources. Ressources humaines, ressources logistiques, ressources, toutes les ressources opérationnelles. Et donc, nous devons faire les choses étape par étape, sans brûler une étape. Il faut être méthodique. Et tout cela, nous avons au-dessus notre engagement patriotique. Parce que dans cette lutte, nous nous battons pour l'intérêt général. On ne vient pas solliciter les votes des électeurs. Nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Et les Togolais l'ont compris. Nous sommes dans une démarche de renversement du régime que nous ne voulons plus. Et la CEDEAO nous a donné un instrument formidable. Formidable. Bien sûr, nous n'avons pas attendu la CEDEAO pour combattre ce régime et pour dire qu'il est illégitime et illégal. Mais ce qui est venu de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO surtout, ça vient renforcer notre engagement. Ça vient nous donner encore une énergie supplémentaire. Et donc, moi, je veux vous dire que nous avons aujourd'hui une fenêtre de tir qui est formidable. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous organiser, c'est de renforcer notre crédibilité aux yeux des Togolais, parce qu'il faut que les Togolais nous fassent confiance pour qu'on mène la lutte ensemble. Parce que nous n'avons pas de casserole que nous traînons. Nous sommes des gens qui sommes dans la rectitude, qui sont dans la droiture et nous sommes cohérents dans la démarche que nous menons. Donc, moi, je demande à la diaspora de travailler avec nous, main dans la main, et nous sommes sûrs que les Togolais vont finir par arracher leur liberté
et vont construire un pays prospère. Voilà ce que je voulais ajouter à tout ce que mes camarades ont déjà dit pour expliquer notre engagement, notre démarche, le manifeste. Ça a déjà été très, très bien expliqué. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aimerais donner la parole à Gift et ensuite à Togo Renaissance pour poser des questions. Alors, bonsoir à tout le monde sur le panel. Merci beaucoup pour chacun de vos prises de parole. Merci au grand frère Romarickson. Oui, j'ai deux petites questions. La première, elle est ceci. Ça fait un bon bout de temps, ça fait quand même plus d'1 an que cette lutte a encore été relancée, parce que c'est une très très longue lutte. Mais elle a été encore relancée à partir du 6 juin de 2025 et nous sommes dedans jusqu'à maintenant. Et durant toute cette durée, nous avons souvent entendu le mot révolution populaire. Je crois que j'ai aussi entendu Monsieur la légende en parler aussi souvent. Même Monsieur Romarickson, quand j'écoute souvent ses vidéos. Mais aujourd'hui, dans votre manifeste, vous nous parlez d'une manifestation organisée. Vous avez dit une manifestation populaire organisée, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, moi, ma question, elle est simple. Y aurait-il une différence entre révolution populaire pour renverser le régime ou bien y a-t-il une différence entre cela et la manifestation organisée que vous nous proposez? Voilà ma première question. Maintenant, ma deuxième question. Elle est aussi tirée du résumé du manifeste que vous nous avez, vous avez étalé ici. Vous avez parlé d'une certaine transition inclusive. J'aimerais que vous nous apportiez un peu plus de lumière. Cette transition inclusive, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça comprend quoi? Qu'est-ce que ça renferme comme moyen d'action? Je veux comprendre en fait. Je vous remercie. Ok. Je peux apporter la réponse sur la première question? D'accord. Je voudrais rassurer notre grande sœur que dans un document officiel, on ne pouvait pas mentionner le mot révolution. Parce que cela peut nous causer un souci. C'est quoi la révolution? C'est lorsque le peuple se lève et renverse le régime. Lorsque vous vous levez et que le régime n'est pas tombé, c'est que vous n'avez pas fait la révolution. Et en ce moment, c'est la révolution même qui va vous faire la révolution. Alors, lorsque nous appelons le peuple à un soulèvement populaire pour mettre fin au régime, en réalité, c'est une question de rhétorique. Pour ne pas dire révolution, nous disons la mobilisation populaire pour mettre fin au régime. Donc, dans les deux cas, vous aurez constaté que ce n'est que une petite nuance, tout simplement pour préserver les gens qui sont porteurs du manifeste. Nous ne pouvons pas dire, on peut pas aller sur une radio et dire que nous appelons le peuple à une révolution. Tout de suite là, d'abord la radio elle-même, elle sera fermée et toi-même tu risques de ne pas rentrer chez toi parce que on dit que tu fais l'apologie de la révolution. Mais puisque l'article 150 de la Constitution de 1992 nous autorise à nous organiser pour mettre fin à une autorité illégale, c'est sur la base de l'article 150. C'est pour ça que vous aurez constaté que depuis là, on nous a même pas envoyé un procès. Donc, c'est une nuance pour, en tout cas, faire passer un grand message. C'est ce que je voulais apporter comme réponse pour votre première question. La deuxième question, c'était quoi? Parce que j'ai oublié un peu. Si les autres camarades peuvent répondre à la deuxième question, je peux revenir. Oui, je pense que la deuxième question concerne ce que nous appelons une transition inclusive. Notre sœur voudrait savoir qu'est-ce que nous mettons dans transition inclusive. Je pense que, bon, elle a raison de poser cette question parce que si nous parlons de transition inclusive, c'est comme ça peut être perçu par certaines personnes comme si on permettrait encore à Faure Gnassingbé et à ces sbires-là de faire partie de l'équipe de transition que nous voudrons mettre en place. Mais nous voulons être clairs sur ce sujet. La transition dont nous parlons, ou bien dont je ne dirais pas nous rêvons, bien dont nous parlons et que nous voulons, c'est une transition sans Faure Gnassingbé. Ok? Une transition sans Faure Gnassingbé. TSFG.
une transition sans Faure Gnassingbé. Et nous avons même que la décision de la Cour de justice, lorsqu'elle est sortie, en mentionnant l'article 23 de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, a dit dans son article 24 et 25 que les auteurs de ce changement anticonstitutionnel ne peuvent plus participer à aucun gouvernement qui doit remettre en place la Constitution, c'est-à-dire l'ordre constitutionnel. Le travail que nous allons faire au cours de la transition, ce sera un travail de la remise en place de l'ordre constitutionnel. Et donc, il est dit dans cet article, je crois dans l'article 24 ou 25, que ceux qui ont participé à ce changement ne peuvent plus faire partie d'aucun gouvernement. Donc, exclut Faure Gnassingbé, exclut tous ceux qui sont des présidents des institutions actuelles, exclut tous ceux qui ont contribué à ce changement constitutionnel. Il faut savoir que ceux qui auront contribué à installer ce système-là, on ne peut plus leur faire confiance. Mais il faut que nous nous en donnions les moyens. Il faut que nous nous en donnions les moyens parce que c'est des gens qui, aujourd'hui, ont des moyens financiers colossaux et qui peuvent chercher à nous déstabiliser. Mais il faut que nous trouvions la parade nécessaire pour les y exclure. Mais par contre, on ne peut pas rejeter tous ceux qui, dans le système actuel, voudront bien collaborer pour que nous ayons des informations nécessaires et des soutiens nécessaires pour faire changer les choses. Parce que nous sommes tous des Togolais. Nous voudrons faire une rupture totale par rapport à ce qui s'est fait, mais il y a sûrement des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais pour des raisons de faiblesse, n'ont pas le courage de dénoncer. Aujourd'hui, il y a Madame Nyakade qui est malheureusement en prison à ce jour, qui est un élément, qui est quelqu'un qui a participé à ce régime-là, qui a été même ministre, mais qui est sorti pour dire non, ce que nous faisons là, c'est pas bien. Et elle est allée très loin jusqu'à même demander la démission de Faure Gnassingbé. Alors, celle-là, par exemple, elle n'a pas encore dit qu'elle est sortie d'ONIR. Elle n'a pas encore dit qu'elle n'est plus de ce système. Mais elle veut combattre le système de l'intérieur. Alors, tous ces gens-là qui veulent le changement avec nous, il faut que nous sachions comment composer l'équipe de la transition pour qu'on ne considère pas que nous sommes en train de faire une chasse aux sorcières. Donc, je voudrais que ça soit clair à ce niveau-là. Merci beaucoup. Et un petit mot à ajouter. M. Gérard a fait l'effort de mettre à l'écart ceux qui ne devront pas faire partie de ce qu'on appelle la transition exclusive. Mais les porteurs du manifeste Génération Togo ont été clairs dans leur esprit par rapport à la transition inclusive. C'est que l'inclusive là concerne toutes les forces vives de la nation. Tout ce qui est force vive de la nation est concerné par ce que nous appelons la transition inclusive, y compris au niveau des assises nationales. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, oui, Gift, tu as quelque chose à ajouter, sinon Togo Renaissance va prendre la parole. Oui, j'aimerais vraiment remercier les grands frères. C'est clair pour moi. Une petite chose encore, certains d'entre nous, on voudrait avoir une copie digitale pour pouvoir lire le manifeste. Si c'est possible, en fait. J'ai le manifeste. Si tu peux m'envoyer ton adresse email dans mon inbox sur TikTok, je peux t'envoyer ça. Oui, je vais faire ça. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci. Togo Renaissance, tu as la parole. Ouais, ok, merci beaucoup, grand Romaric. Salut tout le monde. Salut tout le monde sur le panel. Et salut aussi nos leaders. Et moi seulement, c'est pas en tant que telle une question, mais je vais juste dire à nos leaders que non, cette fois-ci, nous les Togolais, on veut leur faire confiance. Parce que nous, les jeunes Togolais, nous ne sommes pas des vieillards ou des vieux qui ont vécu l'histoire du Togo. Non, nous sommes des jeunes qui sont fatigués du système de force au Togo, que rien ne va, qui a poussé les jeunes à rentrer même dans les pays de la sous-région qui ne pouvaient même pas se comparer au Togo dans le temps. Vous voyez, non, donc on est fatigué. Donc, je voulais les demander, est-ce que nous, les jeunes Togolais actuellement, qui aspirons à ce grand changement, qui fera ce que nous, les jeunes, qui peuvent revenir au Togo, vivre en paix, est-ce que nous pouvons les faire confiance cette fois-ci? Parce que ça n'allait pas. C'est pour ça, nous, les jeunes, qu'on ne considérait pas, comme les gens de M6, eux, ils n'avaient même pas le temps pour la politique, autant.
Même maintenant, eux aussi, ils ont vu que c'est de la catastrophe, donc ils ont pris le destin en main. Leurs vies sont en danger actuellement, y compris nous-mêmes. Donc, je voulais les demander que cette fois-ci, si vraiment ce qu'ils nous disent, si vraiment ils peuvent faire quelque chose pour les Togolais, parce que nous-mêmes, nous serons aussi engagés. Mais vraiment, il faut que eux aussi, je sais que non, eux-mêmes parmi eux, il y a peut-être quelques-uns parmi eux, eux aussi aspirent à changer le Togo ou à travailler pour le Togo. Même s'ils aspirent même à prendre le fauteuil présidentiel, c'est normal. Ils sont des Togolais aussi. Donc moi, je demande à eux tous qui aspirent à un Togo meilleur, vraiment, qu'ils n'ont qu'à faire quelque chose cette fois-ci. Parce que nous sommes prêts. On va les accompagner. Nous-mêmes, on sera sur le terrain. Nous, les jeunes qui sont à côté du Togo, on sera sur le terrain. Mais est-ce qu'on peut les faire confiance à 100%? Parce que nous voulons ce changement-là. On ne veut même plus parler des partis politiques. Non, non, non. On veut bosser ensemble avec eux parce qu'ils sont pour nous, nous sommes pour eux. Donc, on les écoute, on les suit, on les fait confiance. Donc, c'est à eux de nous rassurer aussi que vraiment, c'est ça, pour ne pas dire qu'aujourd'hui, ils sont venus dire ça, demain, comme ça, d'autres sont allés manger. Non, 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 nous, on ne veut plus ça encore. Donc, ma question, est-ce que nous, les jeunes Togolais, on peut encore les faire confiance? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ils vont te répondre. Que ce que nous faisons, nous ne sommes pas dans l'amusement. Nous ne sommes pas dans l'amusement. Si c'était de l'amusement, je pense qu'il y a longtemps que nous sommes dans cette lutte avec toutes les conséquences que nous subissons, les persécutions de tout genre. Nous aurions pu déjà laisser tomber. Mon président, je peux l'appeler ainsi, Feu Agbome Kodjo, a l'habitude de dire que le pouvoir et la mort sont couchés dans le même lit. Quand tu veux aller prendre le pouvoir, il faut savoir qu'il y a la mort qui est couchée à côté. Et donc, il y a que ceux qui ont les couilles, qui peuvent aller chercher le pouvoir là où il se trouve. C'est pour ça qu'il y a plusieurs leaders, encore sur le terrain aujourd'hui, qui disent qu'ils font la lutte pour la libération du Togo, mais allez leur demander s'ils sont prêts à aller chercher le pouvoir, lorsque le pouvoir tombe par terre. C'est pas tout le monde. Mais nous qui vous parlons là, nous savons là où nous allons. Et nous savons ce que nous voulons pour le Togo. Mais tout ce que nous voudrons faire comprendre aux gens, ce n'est pas moi, Gérard Adja, ce n'est pas Nathaniel Olympio, ce n'est pas Jean Kissi, ce n'est pas Ouro Akpo, ce n'est pas Ouro Tchatikbi, ce n'est pas notre équipe là qui feront quelque chose pour que le pouvoir tombe. Avant que le pouvoir ne tombe, il faut une mobilisation générale. Il faut une mobilisation générale. Et c'est tous les Togolais. Du moins, si 2 millions de Togolais descendent dans la rue aujourd'hui pour dire, bon, maintenant ça suffit, bon, le pouvoir va tomber. Et c'est notre premier objectif. Donc, ne dites pas, est-ce que vous pouvez nous faire confiance? Non, nous disons, nous sacrifions, nous prenons le devant des choses, nous cherchons à vous mobiliser pour que cette mobilisation fasse tomber le pouvoir. Maintenant, c'est le premier objectif. Donc, c'est ensemble que nous allons atteindre cet objectif. Donc, comptez sur nous que ce que nous voulons, c'est ça. Si c'est ce que vous voulez aussi, bon, venez avec nous. Mobilisez les gens avec nous. Dites à tous ces gens, l'équipe là, on peut leur faire confiance parce qu'ils savent là où ils vont. C'est tout ce que nous vous demandons. Et c'est ensemble que nous allons reconstruire ce pays. Donc, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous savons la souffrance du peuple togolais. Nous connaissons la souffrance. Et nous voulons arrêter ça. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que nous subissons. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais nous nous sommes dit, Amélie Kouilawe, Nemi Tati, Nemi Bemnobe, bon, et nous allons se bon, Miadjouari. Parce que ce n'est pas qu'on ne peut pas aller se faire vendre ailleurs. Nous avons la capacité d'aller dans d'autres pays et puis nous faire valoir. Mais qui va le faire? Qui va le faire? Vous comprenez? Donc, c'est un travail colossal, mais nous sommes engagés pour le faire. Faites-nous confiance, venez avec nous, mobilisez avec nous et atteignons le premier objectif, qui est de faire tomber le régime. La suite, vous verrez. Alors, on verra ensemble. Donc, c'est ensemble que nous allons construire le Togo nouveau. C'est ensemble que nous allons faire tomber ce régime. C'est ensemble que nous allons redéfinir comment reconstruire ce pays ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vais abonder un peu dans ce sens-là.
Je pense que notre frère a raison d'être dubitatif, se poser la question de savoir si on peut vous faire confiance. Et quand il le dit, c'est par rapport à l'histoire. Je pense que le manifeste qui est devant nous ici, aujourd'hui, sur lequel nous sommes en train d'échanger, en a pris compte de cette frange de Togolais qui, après avoir subi les échecs, sont obligés d'avoir une confiance abîmée. À la page 9 du manifeste, je pense que notre camarade aura l'occasion d'avoir la copie sous sa main. Lorsqu'il ira à la page 9, il va lire ceci. Ça répond à son inquiétude. Une chose que nous devons te dire, c'est à lui que le manifeste dit comme ça. Une chose que nous devons te dire. La confiance est abîmée et nous le savons mieux que quiconque. Nous savons que l'opposition togolaise aussi a déçu par moments. Les divisions, le leadership inefficace, les querelles et les alliances de circonstances sans lendemain ont coûté cher au peuple. Pendant ce temps, le régime se consolidait. Nous ne venons pas te demander d'oublier tout ça et de recommencer si rien ne s'était passé. Ce que nous te proposons, c'est-à-dire que le manifeste parle comme ça. Ce que nous te proposons, c'est quelque chose de plus exigeant, mais quelque part de plus beau. Rejoindre quelque chose de bien plus grand que nous tous. À partir de cet instant, nous pouvons dire que les porteurs du manifeste ont pris conscience, c'est-à-dire ont tiré les leçons du passé en nous proposant ce qui est sur la table aujourd'hui. Alors, mon cher frère, je pense que nous pouvons faire confiance, nous pouvons nous engager et nous y arriverons. Inch'Allah. Je signale que c'est la page 6 et non la page 9. Ah, ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à Anarchie, tu peux prendre la parole, et ensuite Blackstar, et puis Vainqueur. Bonjour. Bonjour, chers tous. Je suppose que c'est la super forme. Merci beaucoup pour vos efforts. Et le manifeste dont vous parlez, c'est depuis le manifeste avec lequel je me suis vraiment marié en tant que jeune. C'est un manifeste qui me parle. C'est un manifeste dans lequel je me retrouve. C'est un manifeste. En fait, ce manifeste me parle. Ce manifeste me insiste. Ce manifeste me renvoie techniquement dans la période de juillet 92. Puisque en juillet 92, je me rappelle que Tavio Amorin était en train de faire la publicité de la Constitution qui devait empêcher ou qui interdisait tout dépositaire des autorités publiques, civiles ou militaires de participer aux élections prochaines de 93 et qui empêchait de facto évidemment de participer aux élections. Et je pense que c'est au nom de cette publicité et au nom de cette communication qu'il avait été trucidé. Et curieusement, cette transition, la transition que propose ce manifeste et ce groupe de partis politiques s'inscrit dans cette même perspective-là. Mais contrairement, du moins à l'époque, après l'assassinat de Tavio Amorin le 23 juillet, entre 23 juillet et le 26 juillet, il y avait un groupe d'opposants électoralistes composé de Goyo Gruniski, de Léopold Ninevi, de Agboyibo et d'Emkodjo. J'imagine que vous les connaissez. Ils étaient partis négocier et rassurer Eyadema pour qu'ils participent aux élections afin d'apaiser les choses. Et malheureusement, c'est cette compromission électorale qui a fait échouer le vœu de Tavio Amorin de ne plus voir de ne plus voir Eyadema participer aux élections. Et conséquemment, c'est parallèlement ce que cette transition est en train de demander. C'est-à-dire, cette transition interdit à toute personne ayant participé au changement de la Constitution ou dépositaires d'autorités qui ont participé au changement de cette Constitution de participer à la transition. Bon, contrairement à l'époque de juillet 93, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des moyens pour pouvoir vous prémunir contre les opposants électoralistes
qui serviront de caution à Faure Gnassingbé afin de pouvoir, je ne sais pas comment formuler la question, mais contrairement à l'époque de juillet 93, est-ce qu'aujourd'hui nous avons des moyens pour nous prémunir contre le groupe du CPC, les opposants électoralistes, qui pourraient servir éventuellement de caution à Faure Gnassingbé et qui ferait échouer ce vœu de transition que nous demandons? Merci beaucoup Anarchie. Ils vont te répondre, mais j'aimerais dire en avant que aujourd'hui c'est le peuple qui est au compteur de tout. Nous voyons ce que les leaders font. Ceux qui sont alignés sur la volonté du peuple, on travaille avec eux. Ceux qui veulent aller manger avec Faure Gnassingbé, mais le peuple les réunit. Un point, et puis ça explique, le problème est réglé. Mais ils sont là, ils vont répondre. Monsieur Ouro Djikwa, Monsieur Ouro Tchaniao, Monsieur Gérard Adja, vous avez la parole pour répondre à la question qui est posée. Et puis, One Love va ajouter un mot, et puis Dr Akate va parler. Merci, je peux me lancer. Absolument. Oui, merci beaucoup. Merci à celui qui vient de poser la question. C'est une question très, très, très pertinente. Et c'est la quadrature du cercle. Vous savez, lorsque nous avions commencé nos actions, surtout depuis le mois de mars 2026, vous vous rappelez, déjà le 11 mars 2026, nous avions alerté le peuple par rapport aux velléités du pouvoir de modifier la constitution et d'aller aux élections pour contourner, parce qu'ils le savaient déjà, contourner ce que la Cour de justice de la CEDEAO allait donner comme décision. Ils ont voulu anticiper, mais nous, on l'a vu très tôt et puis on a barré la route. Et vous avez vu le CPC qui a été convoqué. Et à la fin, c'est devenu comme, bon, en tout cas, faisons, on va voir. Aujourd'hui, le manifeste tel que nous l'avions fait et nous sommes organisés pour ne pas mener la lutte autour d'un leader. C'est très important. C'est par rapport à l'expérience du passé que nous avions mis de côté la question de leadership. Parce qu'aujourd'hui, même si le pouvoir appelle Nathanaël Olympio pour négocier avec lui, ou Ouro Djikwa, ou Jean Kissi, ou Madame Adjamagbo, ou je ne sais pas qui, c'est que les autres continuent. Les autres continuent. Et nous avions déposé notre manifeste. C'est ce qui a manqué en 2000 avec la C14. Parce qu'à un certain moment où la lutte était arrivée à un moment où il fallait prendre une décision, c'est que ils n'avaient pas prévu des choses et puis ils ont été pris dans la nasse. Aujourd'hui, nous, on a tout prévu. À n'importe quel moment, n'importe quel responsable parmi nous ici, on lui pose une question, où est-ce que vous voulez aller? On sait là où on veut aller. C'est pour ça que nous voulons l'adhésion de tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut se lever en dehors du mouvement que nous voulons lancer pour aller négocier quoi que ce soit. Je pense que au niveau du manifeste, nous avions été clairs là-dessus. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. One Love voulait ajouter un mot et puis Dr Akate prend la parole. On tend comme ça lentement vers la fin de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, Dr Marisol, merci à tout le monde. Je voulais rebondir sur mon frère qui avait parlé avant, celui qui vient d'intervenir, par rapport à sa crainte, et c'est vraiment légitime. Donc, je voulais juste vous dire, mon frère, si vous êtes en bas en train d'écouter, ainsi qu'à tout le peuple togolais, vous savez, on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui décide de tout. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui peut faire tomber tout gouvernement. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que lorsque, même aujourd'hui, si nos leaders ici, ou bien le parti civil, société civile, ou tous ceux qui essaient d'organiser quelque chose, parce que le peuple togolais, on a remarqué que ne fait pas le sursaut patriotique dont il devait normalement faire. Et qu'eux, ils sont juste là pour nous aider, pour pouvoir arriver
à cet objectif-là. Et donc, c'est à nous. Lorsque, juste, si on retourne un peu par rapport à ce qui s'est passé avant, en 2025, ou bien 2017, si on remarque, c'est que lorsque le Togolais est debout, et que si on se dit, oui, moi-même, je suis Togolais lambda comme le leader qui est devant moi, je peux aussi prendre ma propre décision de dire que je ne vais pas rentrer à la maison. Même si le leader me demande de rentrer à la maison pour faire le dialogue, si je dis non, c'est non. Je reste dans la rue parce que j'en ai marre. Je veux le départ de Fognatibé. C'est ça c'est ça ce on doit avoir comme, comment je vais le dire, comme charisme. On doit se dire, oui, je suis citoyen, je suis patriote. Et je sors pourquoi? Je sors pour moi-même. Je sors parce que je veux que ce pays-là change. Je sors parce que j'en ai marre de la misère dans laquelle je suis en train de vivre tous les jours. Donc, si tu arrives à comprendre que tu ne sors pas pour Jean Kitty, tu ne sors pas pour notre frère Ouro ici, tu ne sors pas pour Dr. Omar Rickson ou bien pour One Love, mais tu sors pour toi-même parce que tu es citoyen avant tout. Eux, même s'ils sont là, ils ont un titre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des citoyens avant tout. Donc, tu as le devoir, le pouvoir, comme Togolais citoyen, de te défendre et de défendre ce qui est bien pour ta nation. Donc, lorsqu'on sort, on ne sort pas pour un leader. Donc, il faut qu'on comprenne très bien et que on ne se confond pas lorsqu'on va sur le terrain et que quelqu'un fait quelque chose. Après, on va se dire, oui, la personne a fait ça, donc on revient à la maison et que non. Donc, c'est ça. Donc, je sais que ça fait mal, que dans le passé, on a subi certaines choses, que ça s'est mal tourné. Mais ayons l'esprit patriotique et disons-nous que maintenant, lorsqu'on sort, c'est jusqu'à la victoire, pas de dialogue, rien du tout. Et c'est comme ça va être. Et je vais juste rajouter un truc. Je ne sais pas par rapport à mes frères et sœurs qui sont ici, mes frères ici, mais je sais très bien que Jean Kissi, c'est mon frère. Et depuis que je le connais, depuis qu'il s'est engagé dans la politique, il a été droit du début jusqu'à maintenant. Je ne l'ai pas vu une seule fois faire je ne sais pas quoi. Donc, c'est pas pour vous dire de faire confiance à quiconque que ce soit, mais en fait, faites confiance à vous-même. Faites confiance à votre nation, qui est le Togo. Et sortons ensemble et massivement lorsque le jour viendra et libérons notre pays. C'est l'essentiel. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avant que Dr Akate ne prenne la parole, j'aimerais dire aux Togolais ceci. Tel que vous me connaissez, moi, je travaille avec Ouro Djikpa Tchatikwi, avec Ouro Chanyao, avec Gérard Adja, avec Nathaniel Olympio, avec Madame Madjango Johnson. Mais si demain, je remarque qu'un d'entre eux est en train de prendre un chemin bifurqué, alambiqué, je serai le premier à venir ici pour le dénoncer. C'est comme ça que moi je suis. Même si mon père veut balancer le Togo dans des trucs, je me lèverai pour le dénoncer. Et donc, je vous assure que c'est des gens qui veulent le sérieux, qui veulent la libération de notre pays, le Togo. Donc, travaillons ensemble pour que ce pays se libère cette fois-ci. Et si demain, on remarque qu'il y a un d'entre eux qui veut faire un jeu, on va le dénoncer. Mais jusque-là, donnons une avance de confiance et faisons le travail. Monsieur le docteur Akate, vous avez la parole. Merci, monsieur le Marexon. Alors, après avoir écouté nos doyens, je peux aussi témoigner de leur part que pour ceux qui ont des doutes, que ce sont de bonnes personnes que nous avons tous connues dans la lutte pour la démocratie. Et ils ont payé un peu cher. Monsieur Ouro Djikpa, la dernière fois, j'ai eu un entretien avec lui, je pense, c'est dans les années de 2018, au temps de Tipeee. Donc, et à la suite avec tous les incidents qui ont eu lieu. Donc, ils méritent beaucoup de respect et de considération, eux tous. Alors, ici, ce qui nous unit, c'est l'intérêt de la nation. Et ma contribution va dans le sens du résultat. Alors, j'ai entendu monsieur, je pense Gérard Adja, ou certains parler des démarches auprès de l'ONU. Et ma question était de savoir, nous avons pris leçon du passé, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, la CEDEAO s'est toujours prononcée dans plusieurs crises politiques au Togo, mais
la plupart du temps, l'Union européenne, l'ONU et l'Union africaine ont tous s'alignent derrière le communiqué ou bien la position de la CEDEAO. Est-ce que c'est prudent de donner espoir à une démarche vers l'ONU, vu ce que nous avions toujours eu dans le passé? C'est ma première question. Et pour finir, je voulais dire à mes frères leaders que nous sommes nombreux dans la diaspora à avoir espoir que le Togo va mieux et nos frères au pays seront mieux. Et dans la recherche de la solution, le moment est un peu critique de ne pas surtout essayer de nous faire plaisir, mais plutôt de faire plaisir au peuple togolais qui est au pays. Et je le dis parce que la plupart du temps, dans la diaspora, nous avions eu beaucoup d'échanges avec les frères de la lutte politique, les frères de l'opposition comme de la société civile, plus de 10, 15, 20 ans. Et ce sont les mêmes personnes avec la plupart qu'on est en train de parler avec encore aujourd'hui. Donc, nous ne voulons pas continuer en dehors de 2026 à toujours avoir des échanges, mais que cette fois-ci, ça soit une occasion pour qu'ensemble on réussisse. Donc, les solutions que vous avez sur la table, je vous inviterai à rester toujours ouvert et flexible pour que, si besoin en est, vous puissiez faire les ajustements nécessaires afin que tout le Togo profite à de bonnes solutions. Et de ne pas se figer à des solutions qui vont juste nous faire plaisir dans la diaspora. Merci à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nos frères qui portent le manifeste aimeraient répondre. Bon, je voudrais dire à notre ami docteur, je connais pas, je retiens pas bien le nom. Albert Katé. Albert, ok. Bon, alors, je n'ai pas parlé de l'ONU, je pense que j'ai parlé de l'Union africaine. Je parle de l'Union africaine parce que justement, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO s'est basée sur la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, CADEG, sur l'un de ces articles pour dire que la constitution que Faure a amenée à la place de notre constitution de 1992 est inconstitutionnelle. Donc c'est l'article 23 qu'ils ont cité de cette charte-là que Faure Gnassingbé et ses amis ont violé. Or, la violation de cet article a des conséquences. Les conséquences sont prévues dans l'article 24 que je peux vous lire au cas où il survient, c'est-à-dire il survient le changement inconstitutionnel dans un État parti, une situation susceptible de compromettre l'évolution de son processus politique et institutionnel, démocratique ou l'exercice légitime du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir l'ordre constitutionnel, conformément aux dispositions pertinentes du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, si après dénommé le protocole. Donc, c'est la charte même qui prévoit la sanction. Et l'article 25 dit, si le Conseil de paix et de sécurité constate qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un État parti et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l'État parti concerné aux activités de l'Union en vertu des dispositions des articles 30 de l'acte constitutif du protocole. La suspension prend immédiatement effet. Il est allé plus loin pour dire les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Donc, je suis en train de lire la charte africaine, la charte de l'Union africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Donc, l'article que la décision a cité, ou bien la charte, ou bien l'article 23 de la charte, prévoit les conséquences de cet état de fait. Donc, nous sommes en train de saisir le Conseil de paix de l'Union africaine pour que ces dispositions pertinentes soient appliquées à notre pays. Et donc, pour que cela soit fait,
il faut une mobilisation populaire derrière. Parce que nous connaissons nos gouvernants. M. Kofi Yamian a une fois dit que le pouvoir de l'homme, ça s'achète. On sait comment il fonctionne. Ils vont dépenser tous les milliards possibles pour pouvoir s'en sortir. Mais lorsqu'il y aura la mobilisation populaire, je pense que ce qui est dit ici doit être fait. C'est pour ça que la plateforme dont parlait l'un des intervenants tout à l'heure est importante pour que nous disions à ceux qui ont signé cette charte-là et à ceux qui font partie du Conseil de paix, sachent que le peuple togolais sait ce qu'il veut. Le peuple togolais sait que M. Faure Gnassingbé et ses amis ont violé et les sanctions que vous avez prévues doivent être appliquées. Donc, je me dis que ce n'est pas, on ne va pas laisser rester les bras croisés pour que cela soit fait. Il faut qu'il y ait une mobilisation derrière. Mais notre mobilisation doit aller plus loin, c'est de mettre fin à ce régime qui viole tout sur son passage et corrompt les gens pour se maintenir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je donne la parole à Blackstar et puis Vainqueur. Chacun a 2 minutes. On t'en va la fin maintenant. C'est dommage que j'ai 2 minutes, parce que j'aurais voulu introduire beaucoup de choses. Soyez salués, monsieur Romaric. Salutations à monsieur Adja, Albert, One Love, Roupaille, Vainqueur et Oro. Bon, je voudrais être rapide, comme le dit l'hôte de maison, et concis, sans langue de bois. Perso, je ne suis pas connu pour la génuflexion intellectuelle, donc j'aimerais être direct. J'introduis le sujet-ci. J'ai entendu parler de révolution. Il y a la révolution à plusieurs visages. Le refus de payer les impôts est une révolution, par exemple. Parce que ici, visiblement, il s'agit de rapport de force, si j'entends bien vos propos. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les Togolais veulent table rase de tout ceci. Preuve en est, meeting et compagnie et ceci et patati et patata, ça fonctionne pas beaucoup. Ce qui revient à dire que les Togolais veulent table rase. Au passage, une condoléance pour ceux qui ont quand même perdu des gens dans l'inondation, voyez-vous. Donc, j'ai entendu vous parler de feuilles de route et de profession de foi. Bah, ceci est très important, c'est très pertinent. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les jeunes qui ont introduit cette bagarre, hein, essentiellement, moins de qui ont déclenché la bagarre. Donc, mes propos sont simples comme bonjour. Si vous voulez capitaliser, je comprends bien qu'il faut capitaliser. Si vous voulez capitaliser, il faudrait d'abord épouser les aspirations des jeunes, et non les aspirations partisanes et d'appareils de parti, ainsi de suite, mais aspirations des jeunes. Donc ici, il ne s'agit pas de confiance, il s'agit plutôt de vigilance, d'un nouveau pacte social, hein, et donc vigilance et pacte social, et dans le panier, faut mettre tout ce qui va avec, et tout ce qu'il y a d'aussi consistant et costaud, de manière à pouvoir mobiliser cette jeunesse. Parce que visiblement, que vous savez très bien, monsieur, que ce sont les jeunes qui ont tué la bagarre depuis la nuit des temps. Donc, si vous voulez intéresser les jeunes, il faudrait que vous parliez directement de. Donc, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour pouvoir impacter la jeunesse togolaise? Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez lui répondre, et puis on prend une personne, et puis on va finir le live. Question très intéressante. Vous voyez la configuration de ceux qui sont sur le panel. C'est des gens qui, déjà très jeunes, je prends l'exemple de Jean Kissi, déjà à l'université, ils étaient à la conférence nationale souveraine. Nous, on était encore au lycée et puis on est rentré dans la lutte. Et quand vous regardez parmi nous, il y a des gens qui étaient des anciens élus. Et donc, qui sont dans des partis politiques, qui ont aussi des compartiments de jeunesse. Donc, c'est pour vous dire que le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est pour ratisser large. C'est pour ça que nous disons que nous allons prendre tout le temps pour que nous puissions amener tout le monde à adhérer. Pour le moment, vous avez parlé des jeunes de M66 avec qui nous sommes en contact. Et lorsque tous ces regroupements, tous ces mouvements, tout le monde va adhérer, vous allez constater que c'est la jeunesse tout entière. A priori, vous allez voir que le manifeste s'adresse principalement aux jeunes. Le manifeste s'adresse principalement aux jeunes et nous croyons, avec le travail que nous faisons,
que les jeunes vont se manifester. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas organisés dans des groupes constitués comme dans le temps, il y avait les groupes, les étudiants et autres. Vous allez constater que depuis plus de 3 ans, il est interdit même aux étudiants d'organiser quoi que ce soit à l'université. Le pouvoir le savait et il a anticipé parce que au départ, tout prenait naissance dans les universités. Mais dans tous les cas, on dit que quand on change le rythme, on change aussi la manière de poser les pieds. Donc, rassurez-vous, ce travail que nous sommes en train de faire va en tout cas prendre tout le monde. L'objectif, c'est de faire table rase et nous sommes confiants et nous sommes conscients. Monsieur Ouro, Merci. rapidement, Monsieur Ouro, vous n'êtes pas sans savoir que on parle d'un pays où la population est en voie de clochardisation avancée. Hein, c'est pas très compliqué à comprendre. Regardez vous-même, et dans le Punjab, les gens sont frappés de famine. C'est pas moi qui le dis. C'est le programme de PAM quand même qui met l'accent là-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui va pratiquer ce qu'on appelle la courbette envers qui que ce soit quand il s'agit de la République togolaise. Donc, prenez mes propos tels qu'elles sont. C'est-à-dire, il faut d'abord impacter la jeunesse. Il faut aller dans la rapidité des choses parce que les gens sont à bout. Vous comprenez? Il y a un visage de colère et de mécontentement qui va se déverser que vous imaginez pas, que nous n'imaginons pas. Donc, pour prendre tout ceci de court, il faudrait parler non seulement aux jeunes, mais je vous invite aussi également à aller vers ce qu'on appelle la petite classe moyenne, parce que c'est elle qui paye éventuellement les impôts. Donc, il faudrait impacter de ces deux côtés. Et le résultante de tout ça, c'est la maman togolaise, la femme togolaise, puisque c'est elle qui a la proue du combat. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne discussion à vous tous. Ciao, ciao. Merci, monsieur Romaritson. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous prenons acte. Merci beaucoup.